Je vais faire ma présentation en français, mais auparavant, peut-être un petit mot. Dr. Mollett, I just want to tip my hat to your presentation. You absolutely knocked it out of the park. That was stellar. So thanks for teeing that up. Je vais ayant vu la diversité de l'audience, j'ai choisi de décrire un parcours au cours d'une vingtaine d'années sur la découverte non seulement des COV, mais comme Dr. Mollett présentait sur les particules qui se retrouvent dans nos environnements et la provenance de ces particules-là. Le caveat que je vais mentionner très rapidement, c'est que même si je suis né en Estrie et francophone, il y a déjà plus de 20 ans que je travaille à l'international et que mes termes techniques en français n'existent pratiquement pas. Donc, si je m'enfarge dans quelques mots, pardonnez-moi. Et peut-être qu'il va falloir que j'aille chercher un mot en anglais à gauche, à droite, mais je vais quand même y aller de l'avant en français. Sur ce, je vais partager mon écran. Et encore une fois, donc je vais commencer avec petite intro de qui nous sommes et ce que nous faisons. Et ensuite, raconter un peu, mettre dans un contexte personnel. Et je vais commencer avec la fin pour vous dire que la thématique et le sujet dont on parle aujourd'hui est loin d'être nouveau. Et que c'est déjà hautement pratiqué dans certains contextes. Et ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que ce sujet, en majeure partie, est abordé soit dans les universités ou dans certains gouvernements, mais presque jamais, certainement pas assez, dans des contextes commerciaux, simplement parce qu'il n'y a pas de demande. Et donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est l'inverse, des exemples commerciaux existants et de démontrer quelques secrets de comment on a réussi à faire ces projets. Donc, le standard qu'on a développé s'appelle Reset. Les diapos sont en anglais pour nos amis qui suivent en anglais. Notre siège succursale est à Québec. Et notre deuxième siège succursale est en Asie, à Shanghai, tout simplement parce que les projets ici se font 4 fois plus vite et puis ça sert de R&D accéléré. Pour mettre dans le contexte de standards plus connus à travers l'Amérique du Nord, lorsqu'on prend l'évolution actuelle des standards verts, ce sont des standards qui sont très qualitatifs. Donc, on a toujours un résultat qui est or, argent, platine, des résultats qualitatifs. Les projets sur lesquels on travaille sont souvent très avancés, où les clients nous disent, bon, ça fait quelques années que je suis or, mais j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Quel est mon taux de santé réel? Quelles sont les émissions de carbone? Quel est mon taux de circularité? J'ai besoin de chiffres actuels. J'ai besoin de vrais chiffres. Et donc, le standard Reset a été développé pour répondre à ces questions et a été le premier standard au monde développé de façon quantitative. Pour vous montrer un peu l'étendue des projets sur lesquels on travaille, des nouvelles tours à bureaux, des édifices commerciaux existants, centres commerciaux mixtes, on voit jusqu'aux universités ici, donc ça c'est dans l'architecture, surtout sur la qualité de l'air que je vais démontrer dans quelques instants. Et en termes de projets d'intérieur, énormément de retail, comme on peut voir ici, de bureaux, hôtels et tout.
Et donc, ça vous donne un aperçu de qui aborde ces sujets et comment. Je dois dire d'après les 20 ans et plus de pratique, tous nos projets sont à l'international. On n'a jamais fait de projet certifié au Canada. Notre premier projet canadien est avec Brookfield, mais non situé au Canada. Donc, tous les projets que je vais vous montrer sont à l'international, soit aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Inde, en Australie, un peu partout. Le standard se sépare en deux et mesuré en deux. D'un côté, l'impact intrinsèque des matériaux. On parle souvent de l'impact intrinsèque carbone des matériaux, donc relié au changement climatique. Mais nous, on parle aussi, on introduit le concept de l'impact intrinsèque santé des matériaux. Et lorsqu'on fait l'analyse intrinsèque santé, d'un autre côté, ça nous permet d'ensuite mesurer les résultats en temps réel et continu par capteur. Donc, on a le standard opérationnel qui va, dont la partie la mieux connue est qualité de l'air, où on suit la qualité de l'air dans les bâtiments à chaque, on prend des données à chaque minute et demie, à chaque 3 minutes, en temps continu pour toujours. Ainsi que l'énergie et tout, mais le thème d'aujourd'hui est sur la qualité de l'air. Juste pour donner encore une fois, de bien comprendre la distinction et la différence qu'on cherche à créer dans l'industrie. Notre industrie verte est vraiment une industrie qualitative. Donc, lorsqu'on doit choisir un produit vert ou un produit santé, on est frappé par des certifications comme ce qu'on voit ici. Ce qui, pour la majorité des gens, ne veut absolument rien dire. Donc, si je suis architecte ou un consommateur et je dois choisir le tapis qui va être meilleur pour la qualité de l'air et pour ma santé, en regardant des petits logos, c'est impossible pour un professionnel ou même un consommateur de savoir quel est le meilleur tapis. Je finis tout simplement par choisir le tapis qui a le plus de logos. Et donc, côté performance, ce qu'on fait, c'est qu'on sort la donnée de performance pour pouvoir vraiment comparer les deux et quantifier pour faire ce qu'on appelle du sustainability accounting, du health, de la comptabilisation santé. Et donc, là, ça nous permet de comparer les matériaux non seulement carbone intrinsèque, circularité, mais aussi santé. Et lorsqu'on a fait l'analyse quantitative de chaque matériau, on peut assembler au niveau projet pour pouvoir quantifier l'impact intrinsèque santé des projets. Tous les données qu'on cumule sont traitées dans l'info nuagique. On doit gérer et faire l'annotation de millions de données par jour. Donc, tout ça est fait dans l'info nuagique pour faciliter le choix et la comparaison des matériaux et vraiment pouvoir prendre des décisions quantitatives sur les matériaux. Le processus finit avec des données sur, encore une fois, circularité, carbone, mais le thème d'aujourd'hui, santé, où est-ce qu'on peut quantifier la santé d'un projet et le mesurer, le comparer à la moyenne de santé des bâtiments dans l'industrie. Donc, un peu de contexte de ce qu'on fait présentement, mais là, je vais retourner 21 ans en arrière. Jeune architecte gradué, où l'idée était d'aller chercher le plus d'expérience possible et donc tout simplement d'aller dans l'endroit au monde où est-ce qu'on bâtissait le plus de projets, qui était à Shanghai. Il débarque à Shanghai en 2002. Jeune architecte, on fait énormément de projets très intéressants. Premier hôtel carboneutre au monde en 2007. Énormément de projets terre pisée modernes pour justement parce qu'on ne trouvait pas de matériaux sains, de tout simplement, on va couper tous les matériaux qui rentrent dans l'architecture et juste travailler avec la structure saine
parce qu'on ne trouve pas de matériaux sains, donc on va tout simplement les éliminer. Les plus grandes structures en terre compactées au monde, des projets comme celui-ci, énormément de projets résidentiels, ce qui nous permet de faire de la recherche pour des personnes dans leur logement, donc voir cause et effet entre matériaux choisis et réactions des locataires. Et même prendre des sites dévastés pour les retransformer en éco-resort. Donc, parcours d'architecte assez intéressant. On se retrouve dans les médias. C'est bon pour l'ego. Ça fait grossir la tête un peu. Et puis, malgré, il y a comme une hypocrisie qui nous tracasse. Parce qu'avant d'être architecte, mon background personnel est dans les sciences pures et appliquées, background en chimie et biologie et physique. Et en faisant tous ces projets verts de façon qualificative, on n'a pas de données pour vraiment savoir si on s'améliore, est-ce qu'on fait vraiment du vert? Donc, les questions qu'on se demande, est-ce qu'on fait vraiment du progrès ou on fait juste s'améliorer à se raconter des histoires? Et en tant que jeune architecte, on réalisait que le bâtiment vert, c'est un art, c'est pas une science. Et qu'il fallait absolument commencer à transformer l'industrie et emmener de la science dans l'industrie qui, encore aujourd'hui, est plus un art que science, côté santé-performance. Qu'est-ce qui nous fait pousser cette thématique? On vient toujours aux choses de base. C'est ma plus grande fille lorsqu'elle avait 2 ans. Et on a commencé cette recherche quelques années avant qu'elle soit née, avec une source de données qui m'était venue fin des années 90, lorsque j'étais étudiant, qu'un enfant en Europe, dans le nord de l'Europe, rendu à 18 ans, aurait 700 produits chimiques foreign dans la masse, body mass, rendu à 18 ans. Et donc, comparativement aux chiffres que le Dr Molla montrait il y a quelques secondes, qui était à 200 pour le Canada, ici, la zone, c'était dans une zone d'incinération de déchets dans le nord de l'Europe, donc quantité de produits chimiques plus élevés. Lorsqu'on a un enfant et qu'on se dit, bon, mon enfant, lorsque cet enfant sera rendu à 18 ans, aura 700 produits chimiques dans body mass, c'est très inquiétant. Et j'ai donné et redonné cette présentation des centaines de fois au cours des années et les enfants grandissent. Ma plus grande maintenant a 17 ans. Elle approche des 18 et c'est toujours un chiffre qui sort jamais de la tête. Pourquoi? Parce que comme Dr Molla montrait, les produits chimiques s'accumulent à l'intérieur du corps, ne quittent pas, très difficile de s'en débarrasser, affectent le développement du cerveau, affectent le système nerveux et affectent surtout les poumons. Donc, en tant qu'architecte avec un background en sciences, on veut savoir mais d'où proviennent tous ces produits chimiques-là. Et donc, on pense certainement l'endroit le plus facile, c'est la nourriture, ce qu'on ingeste. Mais la réalité, c'est qu'on a plus de facilité à savoir quels ingrédients se trouvent dans une boîte de biscuits à 4 $ que dans des matériaux de construction à 400 000 $. J'achète ou 40 000 $ de plancher pour un projet, j'ai aucune idée ce qui rentre dans ces matériaux. Là, on se dit, mais quand même, c'est pas vraiment, on compare pas des pommes avec des pommes, on va pas manger les planchers, on va pas manger les matériaux de construction.
Mais on réalise rapidement qu'en fait, c'est pas vrai. On mange les matériaux de construction à chaque jour. Et je vais vous montrer comment. Donc, on commence à faire de l'analyse sur les produits chimiques qui sont dans les matériaux courants. Donc, ici, on voit un polyuréthane fini très standard pour un plancher de bois franc. Donc, ce que vous avez chez vous aujourd'hui. Et ce qu'on voit ici, sans trop rentrer dans les détails, en rouge, ce sont des produits hautement toxiques pour soit la reproduction humaine, le développement, le neurotoxicity. Et donc, on voit que juste dans un polyuréthane, un fini polyuréthane normal, il y a énormément de produits qu'il faut éviter. Lorsqu'on parle de santé à l'intérieur, on parle presque exclusivement de qualité de l'air. Et comme je mentionnais au tout début, qu'on mesure en temps réel 24 heures sur 24, mais on parle certainement dans les débuts des années 2000, on parlait vraiment pas assez de particules solides. Et donc, on est allé voir dans la poussière. C'est de la recherche d'un Carboni, un chercheur italien, où on prend de la poussière qui se retrouve dans une maison commune, on la teinte pour aller voir les éléments synthétiques qui se retrouvent dans la poussière. Donc, ce qu'on voit sur la droite, les éléments colorés, ce sont des éléments synthétiques qui sont dans la poussière. La réalité, c'est que la poussière chez nous n'est pas une poussière naturelle, c'est notre monde autour de nous qui se désagrège. C'est le tapis, c'est le linge, c'est tout ce qu'on utilise au journalier qui devient de la poussière et qu'on respire. Et donc, encore une fois, l'aspect toxicologue se demande, bon, ces petits morceaux de matériaux qui rentrent dans le système pulmonaire via la respiration et qui se mélangent avec l'eau, on sait très bien que lorsqu'on la chimie devient soluble, il y a tout plein de pénétration plus profonde et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe côté chimique une fois que ça rentre dans les poumons et puis que ça devient ça se mélange avec l'eau dans les poumons. Donc, toute cette petite histoire-ci, on se retrouve maintenant en 2005. En 2005, on fait projet après projet et je vais vous dire honnêtement qu'on fait des projets verts, santé, qu'on choisit des produits certifiés COV 0 ou COV moindre, mais chacun de nos projets ne passe pas. Chacun de nos projets fail, ne réussit pas les tests finaux de COV. Donc, en tant qu'encore une fois, on se demande qu'est-ce qui se passe. On dépense plus d'argent sur des produits sains, mais le fin résultat total dans un projet, on est toujours au-dessus de la quantité de COV qu'on devrait l'être. Donc, on commence à calculer les émanations par produit. Les émanations d'une chaise, approche très mathématique. J'ai 8 chaises dans un espace de 12 mètres cubiques. Donc, je peux simuler la concentration de COV avant de finir ma construction. Je suis dans les normes, je finis la construction, je fais un test actuel et mes résultats de COV sont à 10, 20, 30, 200 fois ce que j'avais calculé auparavant. Donc, il y a un problème qui se passe. On ne réussit pas à trouver le problème. En 2005, on importe des capteurs d'air très, très chers pour la simple raison de pouvoir commencer à voir en temps réel ce qui se passait parce qu'on comprend absolument pas pourquoi que nos résultats sont toujours mauvais. On rentre des capteurs d'air tout simplement pour suivre les COV. Et ce qu'on voit ici, c'est un exemple, encore une fois, 2005, d'un appartement qui a été rénové 1 an au préalable, où on ouvre les fenêtres à chaque matin. Donc ici, on voit 3 jours, on ouvre la fenêtre. Ouvrir la fenêtre, c'est très efficace. Les COV vont dehors, les particules, les polluants externes rentrent à l'intérieur.
Mais on voit très, très rapidement que le moment qu'on ferme la fenêtre, les COV remontent presque instantanément où est-ce qu'ils étaient avant et sont dans le rouge. Pour revenir au point de Dr. Molotte tout à l'heure, le spike qu'on voit ici, c'est un hairspray qui pour un fixatif pour les cheveux. Donc, finalement, on commence à avoir de la visibilité en temps réel, ce qui se passe en termes de COV qui émanent toujours des matériaux 1 an après la finition de construction. Mais là, ce qu'on découvre, c'est le graphe d'en haut, qui était PM10, les particules à 10 microns. Je vais vous avouer qu'en 2005, j'avais aucune idée ce qu'était du PM10. Le PM2.5 n'existait pas encore. Il a toujours existé, mais on n'était pas capable de le mesurer en temps réel. Donc, tout ce qu'on avait, c'était du PM10. Aucune idée ce que c'était. On branche les capteurs. On voit c'est une ligne fixe. Donc, on se dit le capteur est brisé. On a payé tellement d'argent pour un capteur. On ne sait pas c'est quoi, mais c'est brisé. Et jusqu'au jour 3, dans cette instance-ci, où est-ce qu'on voit les résultats du capteur commencer à apparaître. Et on réalise que le capteur n'est pas brisé. Le PM10 est tellement haut qu'on n'est même pas capable de le mesurer. Donc, quel est le PM10? Et c'est là qu'on commence à s'aventurer dans le monde merveilleux de la poussière. Et qu'on rentre à commencer à comprendre les capteurs à 50 000 $, à 50 $, à 500 $ pour essayer de comparer la fidélité des capteurs d'air. Et ce qu'on voit ici, par exemple, c'est un capteur que nous, on appelle Grade A dans notre langage qui mesure 144 en termes de PM2.5, un capteur Grade B, qui est un standard qu'on a inventé, qui est à 139, donc qui est relativement proche, et un capteur consommateur qu'on achète sur Amazon qui lit 91. Donc, instantanément, on réalise, bon, tous les capteurs ne sont pas égaux. Et 2010, plus ou moins, on produit le premier standard au monde pour les capteurs d'air, pour nous aider nous-mêmes à commencer à comprendre ce qui se passe, la fidélité de la donnée et quelle fidélité on a besoin dans un monde intérieur. Et on fait la première gradation au monde pour les capteurs d'air ABC. On commence à entraîner des professionnels pour savoir où installer les capteurs, comment les installer et développer des analytiques qui permet la comparaison de données à travers différents bâtiments pour s'assurer que tout le monde fait les calculs de la même manière. Sinon, on ne peut pas comparer les résultats finaux. Le résultat est le début du standard RESET, qui est le premier, comme je mentionnais tout à l'heure, le premier standard au monde qui mesure la qualité de l'air en temps réel et en temps continu. Et là, c'est pas un slide, c'est pas une diapo de 2023, c'est un diapo qui a déjà une douzaine d'années. Donc, ce sont des initiatives qu'on fait déjà depuis très, très longtemps. Et après avoir écrit ces standards, on commençait à avoir les premiers capteurs d'air pour l'architecture qui apparaître sur le marché, développé selon nos standards. Celui-ci, par exemple, qui est un capteur d'air suisse-canadien pour l'intérieur, parce qu'on a besoin de faire la comparaison avec la qualité de l'air extérieur. Comme Dr. Molotte mentionnait, lorsqu'on augmente la ventilation, on rentre la pollution extérieure, qui est souvent un plus gros, qui fait juste rajouter au problème. Donc, capteurs d'extérieur pour pouvoir faire la comparaison. Et les premiers capteurs au monde pour rentrer dans des bâtiments commerciaux, donc dans les grands systèmes mécaniques pour pouvoir faire des tours à bureau et tout. Ces capteurs-là n'existaient pas avant le standard RESET. Il a fallu écrire le standard et ensuite voir des compagnies sortir et commencer à produire des capteurs selon le standard. Pour vous donner une idée, aujourd'hui et déjà depuis une décennie, ces capteurs rentrent dans les systèmes mécaniques où est-ce qu'on va premièrement chercher la qualité de l'air en temps réel extérieur, ensuite la qualité de l'air qui sort des
qui sort des systèmes mécaniques avant d'être pollué par les gens. Donc, la qualité de l'air qui est donnée dans ce cas-ci dans des bureaux commerciaux. Et ensuite, on va mesurer la qualité de l'air interne parce que nous, comme êtres humains, on émane des COV, le linge qu'on porte a des COV aussi. Donc, on a besoin de savoir la différence entre l'air lorsqu'elle rentre, avant qu'elle soit contaminée par nos activités humaines, et ensuite l'air qu'on respire, qui est contaminé par nos activités humaines. Et là encore, d'habitude, je donne des conférences très techniques et j'essaie de garder ça peut-être un petit peu plus léger, mais là, ce qu'on commence à voir ou ce qu'on voyait auparavant et qu'on voit toujours, c'est les standards actuels de bâtiments ne fonctionnent pas. L'architecture n'est pas conçue pour l'être humain. L'être humain ne devrait pas être dans des bâtiments commerciaux ou résidentiels, point final. Et ce qu'on voit ici, c'est une technique qui est utilisée partout. Lorsqu'on finit un bâtiment, on fait un flush-out. Donc, on ouvre le système mécanique à fond, on ouvre les fenêtres, on fait sortir toutes les COV et la pollution. Et ensuite, on fait un test d'air qualité qu'on passe, bien sûr, parce que tout est ouvert. Et on se certifie or, platine, et on rentre dans un bâtiment vert. Mais lorsqu'on fait la mesure de qualité de l'air en temps continu, on voit une toute autre histoire où tout de suite après avoir fait le test, les COV s'accumulent la nuit lorsque le système mécanique est fermé dans ce cas-ci. Le jour, le système mécanique réouvre, mais on ne réussit pas à redescendre dans le vert. Et ainsi de suite pendant plusieurs journées jusqu'à temps que les capteurs ne sont plus capables de lire les COV à l'intérieur du bâtiment. La densité est devenue trop grande. Donc, ça, c'est plus, ça, c'est ce qui se passe réellement dans une bâtisse après qu'on a fait un test de certification traditionnelle selon les standards existants aujourd'hui. Donc, maintenant, on se retrouve en 2018. 2018, on commence à faire de la recherche sur particules liquides. Jusqu'à date, on faisait de la recherche sur les particules solides, mais pour raison X, on commence à faire de la recherche sur les particules liquides parce que lorsqu'on éternue, lorsqu'on a un rhume, qu'on est malade dans un espace, les particules liquides sont projetées à une distance et restent suspendues dans l'air pendant longtemps. La science derrière la contamination de l'air, des virus et d'attraper un rhume finalement via l'air existe depuis les années 60. Il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. Donc, nous, on cherchait plus à appliquer cette science-là aux données temps réel qu'on collectait. Donc, de prendre ces données, des appliquer aux capteurs d'air pour aller voir pourquoi que les gens sont plus malades en hiver que l'été, et en réalisant que c'était parce que l'air était sec et donc on était plus propice à devenir malade pour cause des virus qui étaient attachés aux particules liquides qui flottaient dans l'air. Donc ça, c'était 2018-2019. 2020, COVID. Et pour nous, pour le monde, c'était crise de qualité de l'air, première crise de la qualité de l'air. Pour tous ceux qui vivent en Asie, c'était la 4e crise qualité de l'air. SARS-CoV-1 en 2003, l'apocalypse en 2005, en 2013 encore. Donc, lorsqu'on était rendu à SARS-CoV-2 en 2020, c'était la 5e crise santé qualité d'air. Et déjà là, les systèmes étaient rendus à ce qu'on dit en anglais, multi-parameter monitoring, ce qui nous permet de commencer à gérer des bâtiments non seulement sur les taux de CO2, mais aussi sur les taux de particules COV et
faire gérer la qualité de l'air en considérant multiples paramètres. Et donc, ça, c'est ce que je vous montre ici, c'est un système dans une école qui a été installé par après, très visible, où est-ce que tous les systèmes sont automatisés et contrôlés par des capteurs d'air automatiques qui gèrent 5 paramètres de qualité d'air en même temps. Cette recherche nous permettait aussi de voir et de comprendre comment COVID allait se propager, parce qu'on a déjà compris comment COVID se propageait dans les bâtiments, mais comment COVID allait se propager à travers le monde. Et donc, ça, c'est un article qu'on a écrit il y a exactement 3 ans, en disant que le Canada allait être la prochain endroit pour COVID directement relié à la température et à l'humidité. Et c'est en utilisant des données, ce mélange de données que présentement, où tout cela est rendu, c'est de faire l'analyse du risque de transmission de virus en temps réel avec tous les données que je mentionne qui sont mesurées en temps réel, COV, température et tout et tout. Donc, pour vous donner une idée de ce qui se fait présentement à travers le monde en termes d'analyse 24/24 dans différentes dans les bâtiments que je montrais au début de la présentation. Donc, pour terminer, 2022, donc juste on revient à nos sources pour continuer à quantifier la quantité d'ingrédients chimiques qui rentrent dans l'architecture actuelle. Et les chiffres qui en sortent, lorsqu'on quantifie pour la première fois, il n'y a jamais personne au monde qui a quantifié le nombre d'ingrédients chimiques jusqu'au kilogramme dans l'architecture actuelle. Et les chiffres qu'on retrouve, c'est des vrais chiffres pour un projet que je ne peux pas mentionner, mais en moyenne, entre 2 et 8 kilogrammes de contaminants liste rouge par mètre carré dans un projet. Et d'où viennent, c'est ahurissant comme chiffre. Imaginez que je rentre chez vous avec une cuillère à thé de contaminants rouges, c'est-à-dire qui cause le cancer, sortez-moi d'ici. Mais là, c'est des quantités, c'est des grandes quantités. Et d'où viennent ces contaminants? Viennent des certifications qu'on a aujourd'hui. Donc, si je prends une des certifications les mieux connues pour les bâtiments verts, il y a des exceptions pour les ingrédients qui s'y retrouvent. Pour celui-ci, il y a une exception dans les flame retardants de 5%. Mais lorsqu'on accumule toutes ces exceptions-là, on se retrouve avec, par exemple, dans ce cas-ci, 175 grammes par mètre carré d'ingrédients listés rouges. L'information avec les clients, les gens avec lesquels on travaille, est cherchée en laboratoire. Donc, des techniques qui ont été développées pour aller tester des matériaux directement, jusqu'à 100 ppm, 300 ppm, pour savoir exactement ce qu'il y a dans un matériel pour qu'on puisse faire le calcul des produits chimiques. Maintenant, encore, je termine. Je vais mentionner combien on se fait souvent demander combien de clients qui payent pour ça, combien de clients qui nous approchent pour savoir la santé dans le bâtiment. Et le nombre est 0. Et l'approche qu'il faut prendre, ou l'approche qu'on prend, c'est de dire, en fait, le sujet chaud de nos jours, c'est le carbone intrinsèque. Et on se fait demander de faire des bâtiments carboneutres. Et on dit oui, sans problème, mais pour faire un bâtiment carboneutre, il faut faire un bâtiment santé. Parce que s'il y a des ingrédients toxiques, nocifs dans le bâtiment, personne ne va vouloir recycler
les matériaux. Si on ne recycle pas les matériaux, on a besoin de les remanufacturier, donc l'empreinte carbone monte. Donc, c'est impossible de faire un bâtiment carboneutre sans regarder la santé. Donc, présentement, on est rendu à faire des projets comme celui-ci pour des clients qui priorisent cette approche. Donc, dont le plus avancé présentement est à 82% ingrédients connus et sains, et qu'on vise se rendre à 94%. Donc, ce sont des approches qui sont faisables aujourd'hui et qui sont faites. Et encore une fois, une approche santé qui est générée vis-à-vis par de la demande pour des bâtiments carboneutres. Donc, encore une fois, se faire demander de faire des bâtiments sains, c'est pas une demande qui existe dans le marché. Et donc, pour faire avancer la science, on travaille par d'autres voies, dont le carbone intrinsèque. Pourquoi mettre autant d'efforts sur une thématique où est-ce que il y a très peu de demandes dans le commercial? On vient toujours au même pour nos enfants. Et il y a une photo la semaine dernière qui m'a beaucoup touché, donc j'ai décidé de la mettre pour finir. Pour moi, c'est une redéfinition de succès. Où dans ce cas-ci, le gouverneur Tim Walz qui signe des dîners gratuits pour les enfants dans son État et la récompense qu'il reçoit en retour. Donc, comme on disait au tout début, c'est une responsabilité, c'est de la recherche qu'on a vraiment besoin de faire plus avancée, et c'est le style de récompense qu'on devrait retrouver à la fin d'avoir fait tout ça. Donc, je termine sur ce. Merci beaucoup. Si vous voulez continuer à suivre notre évolution, on est très présent sur LinkedIn. Et je termine sur ce. Encore une fois, merci.